Smart et réglo, le télétravail, on en a beaucoup parlé de ce télétravail, il s'est institutionnalisé dans les entreprises et on va en parler sous un angle cette fois-ci de la relation aux addictions et on en parle avec Émilie Méridjen. Bonjour Émilie, avocate spécialisée en droit du travail chez Secri Valentin Zerouk et je crois que je l'ai bien dit cette fois-ci. Est-ce qu'il y a, alors ça c'est le code du travail et ça c'est l'avocate et le juriste, est-ce qu'il y a un lien dans le code du travail entre ce télétravail et les addictions et entre le travail et l'addiction? C'est une double question. Oui, alors sur le télétravail, rien d'explicite. Sur le travail en général, rien de spécifique sur les addictions, mais d'une manière générale, que ce soit pour le travail ou le télétravail, une obligation de prévention et de sécurité qu'on connaît bien, qui pèse sur l'employeur et qui recouvre tous les comportements potentiellement addictifs sur le lieu de travail. Il y a eu des études, quelques-unes, des sondages qui ont montré, celle de Doxa notamment, qui montrent qu'en 2020 en particulier, on a une augmentation des addictions liées au télétravail. Tout à fait, et on le voit chez nos clients également. Le fait de... Alors, je pense que c'est multifactoriel. Le premier facteur évident, c'est la perte de lien social qui amplifie, qui laisse de l'espace au télétravail. Et puis, le déficit de contrôle des managers. Et on voit que les salariés qui souffrent d'addiction sont en demande de soutien et de contrôle de leurs managers, ce qui peut paraître paradoxal parce qu'ils se réfugient quelque part chez eux pour pouvoir développer leurs addictions, mais ils ont quand même besoin d'aide. Mais ils appellent à l'aide. Et ils le font savoir. Et c'est très difficile pour les managers qui ne sont pas formés pour ça. Comment on prévient les addictions? Parce que ça, c'est un vrai sujet. On l'avait vu pendant certains cas, pendant la période Covid. Je me souviens d'une DRH qui me disait qu'elle était allée frapper à la porte d'un collaborateur dont elle n'avait plus de nouvelles. Il n'était pas question d'addiction. Comment on fait, là, dans la relation? On pousse la porte, on lui dit arrête de boire, arrête de fumer de la drogue? Alors, c'est difficile. En pratique, c'est difficile et l'employeur a pas mal les mains liées. Donc, nous, on travaille énormément sur la sensibilisation, la prévention, la recherche d'un équilibre aussi entre télétravail et présentiel, parce qu'il est évident que c'est plus simple d'entourer et de contrôler quelque part le salarié sur ses comportements addictifs lorsqu'il est présent, en sachant que quand on est sur site, on a des règles, notamment l'interdiction de fumer, l'interdiction de boire de l'alcool, sauf certains, le poiré, le cidre, le vin. C'est vrai. Voilà, c'est un peu désuet, mais en tout cas, personne n'est avec sa bière sur son bureau, évidemment, alors que chez soi, on n'a aucun moyen de contrôler ça. Donc le fait de faire revenir les collaborateurs au moins quelques jours par semaine sur site, c'est évidemment une aide. Et puis, former, que ce soit les collaborateurs qui peuvent souffrir de ça, si bien que les managers qui les encadrent. Moi, j'ai eu des situations, par exemple, où un manager me dit « Qu'est-ce que je peux faire ?» On était en visio avec un client et un collaborateur qui est en télétravail. Il avait l'air ivre. Évidemment, c'est très compliqué d'un point de vue commercial, mais est-ce que ma responsabilité est engagée? Est-ce que sa responsabilité est engagée de boire pendant les heures de travail? Il y avait l'ANI du 20 novembre 2020, je crois, où le rôle du manager est engagé dans ce contexte. Évidemment, parce qu'il a une responsabilité. Encore une fois, obligation de prévention et de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut aller taper à sa porte pour répondre à votre question? Non, sauf s'il accepte d'ouvrir. Légalement, c'est interdit. Non, puisque c'est le respect du domicile privé. Alors, si le collaborateur accepte d'ouvrir, il n'y a pas de difficulté. Médecin du travail, pourrait rentrer concret. On envoie un médecin, on envoie un médecin de la Sécu, qu'est-ce qu'on fait? On peut effectivement provoquer une visite à la médecine du travail, qui est l'interlocuteur et notre seul soutien médical, en fait, parce qu'on ne peut pas sinon obliger un collaborateur à aller chez son médecin traitant. Donc la visite avec un médecin du travail peut être une bonne idée, et sinon répéter de manière régulière des actions de sensibilisation, de prévention au travers d'ateliers, de formations, etc. Mais on voit bien que l'idée se fait en amont dans la prévention, mais vous, l'avocate qui conseillez des entreprises, est-ce que vous pensez que la loi doit évoluer? On a vu là récemment que la NDRH voulait un partage des responsabilités sur le télétravail, c'est ce qui fait avancer évidemment le droit, et il demande à changer le code du travail. Est-ce que sur ce sujet-là, on doit le faire évoluer, le code? Alors, on en a parlé il y a peu de temps sur votre plateau, de l'adéquation aujourd'hui du code du travail avec la situation qui prend de l'ampleur de télétravail. Oui, évidemment, il y a énormément d'angles sur lesquels le droit du travail doit se mettre à la page des nouvelles modalités de travail, et notamment celle-ci, cette espèce d'angle mort sur les addictions. Après, je ne pense pas très sincèrement que ce soit la priorité du gouvernement, mais dans l'idéal, effectivement, prévoir des dispositifs qui nous permettent, nous, employeurs et conseils d'employeurs, de mieux accompagner, de mieux aider les collaborateurs qui peuvent se retrouver en souffrance,
oui, ce serait bienvenu. Addiction à l'alcool, aux drogues, on oublie aussi aux sites pornographiques parce qu'il y a un vrai sujet et qui vient contrecarrer l'idée que l'employeur, là aussi, ne peut pas et n'est pas autorisé à mettre de sites ou d'espions pour vérifier ce que fait et ce que va visiter le salarié. Alors, comment ça marche là? Parce que là aussi, c'est un vrai sujet. Sur un ordinateur professionnel, il peut regarder l'historique de connexion à des sites internet. D'accord. Donc ça, c'est autorisé. En revanche, quand vous êtes à votre... Donc le sanctionner ou pas? Excusez-moi, oui, Émilie. Le sanctionner. Du dire, attendez, vous avez passé 3 heures sur des sites hors... Exactement. Et on le voit assez souvent au travail, que ce soit sur des sites pornographiques ou sur des réseaux sociaux. On a déjà sanctionné plusieurs personnes qui passaient des heures entières sur Facebook, Insta, etc., au vu et au su des collègues. Quand c'est à domicile et que vous avez votre ordinateur professionnel et puis à côté votre ordinateur personnel, l'employeur n'a aucun droit de regard. D'abord, il ne peut pas savoir ce que vous faites pendant vos heures de travail. On en a parlé il y a quelques semaines. Danger. Mais surtout, il ne peut pas se connecter à l'ordinateur personnel du salarié. Juste avant de nous quitter, on n'a pas fini le cas pratique, parce que c'est intéressant les cas pratiques. Ce collaborateur ivre dans une relation commerciale en présence de son manager, on a abouti à quoi? Alors, on l'a reçu en entretien RH dans une démarche d'accompagnement. Alors, pas de sanction, mais de sensibilisation en lui faisant mesurer les conséquences. Donc il a reconnu qu'il était commerciales de ses actes. Il a reconnu du bout des lèvres. On n'avait aucun moyen de le prouver puisqu'on ne peut pas le soumettre à un éthylotest à son domicile. Et on a essayé de l'accompagner en lui expliquant que c'était dans son intérêt à la fois pour sa santé et pour la pérennité potentiellement de son poste. C'est compliqué quand même. Hein. D'un point de vue droit du travail, on est limite. Ouais, c'est très compliqué. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, on en est à de la prévention encore une fois et de l'accompagnement. C'est un droit assez souple, en tout cas sur ces sujets. C'est toute la partie humaine du métier qui est passionnante. Oui, c'est ça. Il faut beaucoup de psychologie quand même dans ces cas-là. Merci, Émilie Mérigen, avocate spécialiste en droit du travail, cabinet Sécrit Valentin Zérouc. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On fait une courte pause et on se tourne bien vers le débat du cercle RH. On parle des expatriés. Il y a plusieurs millions de Français qui partent à l'étranger, qui travaillent à l'étranger et qui d'ailleurs peut-être nous regardent des pays où ils sont installés. L'expatriation, c'est pas uniquement passer de la France à un pays étranger pour y travailler, c'est emmener sa famille, c'est aussi essayer de garder ses droits, évidemment sécu, santé, maladie, les écoles. Tous ces sujets-là sont des sujets qui, évidemment, impactent la vie d'un collaborateur qui devient un expatrié. On en parle avec 3 experts, c'est le cercle RH et c'est juste après cette pause.